Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur notre chaîne. Il y a 57 ans, les autorités d'occupation française en Algérie déclenchent l'opération Gerboise bleue, la première explosion nucléaire aérienne dans le Sahara. Elle sera suivie de 3 autres explosions aériennes dans le site de Regan dans le sud-ouest de l'Algérie, puis par 13 autres explosions dites confinées, dans le cœur rocheux de la montagne d'Inker dans la région de Tamanrasset. L'explosion de Gerboise bleue, dont la puissance à l'époque avait été estimée un premier temps à 13 kilotonnes, puis déduite par l'ingénieur en chef Yves Rocard, le père de Michel Rocard, à environ 60 kilotonnes, a projeté le jour J des radiations sur l'ensemble d'une zone elliptique de 200 km de large, pour 100 de long à l'est de Regan, alors que les zones habitées les plus proches étaient à peine 70 km le lendemain. Le nuage radioactif s'étendra au sud-est, pour englober des régions aussi éloignées que Tamanrasset et même N'Djamena ainsi que la plupart de l'est du Niger et du nord du Tchad. Des milliers de civils subirent à l'époque une irradiation à des degrés divers. Des régions entières dans le plateau du Hogar restent jusqu'à aujourd'hui inaccessibles comme le périmètre d'Inker. Certains peuvent crier à la folie criminelle ou à l'irresponsabilité de la France dans sa gestion de la course à l'armement nucléaire. Mais ce qui va suivre va vous montrer une facette méconnue de cette morbide saga atomique française, qui faillit à plusieurs reprises tourner à la véritable catastrophe, allant du terrorisme nucléaire et de la prolifération anarchique à l'utilisation abusive et injustifiée de bombes atomiques aggravant le risque sur les populations. Premier exemple, Gerboise blanche, le second essai français en Regan, qui a eu lieu le 1er avril 1960, soit dans la foulée de Gerboise bleue, n'a été déclenché qu'à cause d'un agenda diplomatique français. La bombe, qui n'en était pas une, n'était que l'assemblage à la va-vite de restes de plutonium non utilisés pour la première explosion. Sans aucun intérêt scientifique ou technique, elle ne servit qu'à gérer la visite à Paris de Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste soviétique, et à montrer l'intransigeance du général de Gaulle d'adhérer au moratoire sur les essais atomiques aériens, et prouver par là même l'existence de sa troisième voie, qui n'était ni celle de l'URSS ni celle des États-Unis. Il est à relever que 150 prisonniers algériens avaient été utilisés comme cobayes humains lors de cet essai. Le second épisode, assez peu connu, a été qualifié par les théoriciens américains de la dissémination nucléaire, comme un cas d'école et nous renvoie à un épisode important de la guerre d'Algérie, qui est celui du putsch des généraux. Nous sommes en avril 1961 et la préoccupation des atomistes français est la miniaturisation de leurs bombes et sa mise en paire avec le programme de chasseurs bombardiers Mirage 4, futur vecteur national français. Le 22 avril, le général Chal prend le pouvoir à Alger. Les commis coloniaux de l'époque sont capturés puis envoyés à Insala en avion. C'est le chaos à Alger, la rue se vide de policiers et partout des jeunes en profitent pour visiter endroits interdits, laissés quasi à l'abandon. C'est là qu'un groupe d'étudiants retrouve dans un entrepôt militaire du port d'Alger. Les généraux putschistes étaient-ils au courant de l'imminence du test atomique? Tout porte à croire que oui. Le 3 mars, un article de presse, citant un officiel du commissariat à l'énergie atomique, annonçait un essai probable pendant le mois d'avril. Le CEA aurait officiellement reçu l'ordre opérationnel, le 3 mars pour un essai au plus tard le 1er mai. Le général de Gaulle, savait-il que la bombe était à Alger ou du moins en Algérie, le jour du putsch? Oui, probablement. Informé des événements à 9 h le matin du 22 avril, il donna l'ordre de procéder au plus vite au test après une réunion avec le Premier ministre de l'époque Michel Debré. Une discussion avec les techniciens atomiques à Regan avait lieu le jour même à 11h30. Sur place et dans les 24 heures qui suivirent, un ordre formel de l'Élysée, signé par De Gaulle était reçu, suivi d'un contre-ordre émis par le général Chal enjoignant les scientifiques de ne pas procéder au test. À Alger, les étudiants, ayant trouvé et identifié la bombe atomique dans l'entrepôt militaire du port, ne parviennent pas à entrer en communication avec le siège des putschistes au palais du gouvernement, se déplacent au siège de la radio pour lui alerter sur la présence de l'engin. Ils y contactent André Rosefelder, qui vient, au nom des putschistes, de prendre les commandes de l'établissement de radiodiffusion. C'est d'ailleurs lui dans son livre, le 11e commandement, qui raconte l'incident.
Les journalistes accourent, mais la bombe n'est plus là. Des militaires loyalistes l'ont discrètement acheminée à l'aéroport Maison-Blanche et mise dans un avion en direction de Reagan. Le sort du Gerboise verte allait se retrouver entre les mains de l'indécis général Jean Thierry, coincé entre son amitié pour Charles et la peur de l'échec du putsch. Pour bien comprendre que Charles et ses acolytes étaient au fait et suivaient de près les préparatifs de l'essai, il faut relever l'incident suivant. À Alger, le premier jour du putsch, le premier responsable scientifique de l'essai, Pierre Biot et Georges Tirole, son adjoint, sont interceptés par les parachutistes alors qu'ils faisaient route vers Reagan à bord d'un vol spécial. Ce n'est que le lendemain qu'ils sont autorisés à reprendre leur chemin et regagner leur base. À Reagan, le général Thierry, qui voyait au troisième jour le putsch s'essouffler, décide de rester loyal au général de Gaulle et transmet les télégrammes de l'Élysée, qui insiste sur l'urgence du tir. Le 25 avril, alors que le putsch est en train d'échouer, des techniciens décident de procéder au tir, malgré les conditions météorologiques épouvantables. L'un d'eux, par manque de confiance envers les soldats, charge l'engin nucléaire à l'arrière de sa Citroën 2 chevaux et va directement au pas de tir. Gerboise verte explose, pour rien, les conditions météorologiques rendent complètement inopérants les protocoles de mesures scientifiques. 195 soldats français, en manœuvre dans la région et prévenus trop tard ont été, en outre, gravement irradiés. Encore une fois, les autorités françaises faisaient exploser, gratuitement, une bombe et irradiaient l'atmosphère de l'ensemble de la région sahélienne et du sud algérien. Quel sort aurait été réservé à cette bombe si le Carteron de généraux avait mis la main dessus? Dur de dire aujourd'hui, mais nous aurions manifestement été en plein dans un cas de dissémination nucléaire involontaire, qui aurait même pu conduire à une utilisation terroriste d'un tel engin. N'oublions pas que le putsch des généraux avait donné lieu à une véritable guerre secrète à l'époque entre le KGB et la CIA et une véritable opération d'intoxication organisée par les soviétiques, pour coller à la CIA des velléités d'aide aux putschistes. Un article paru dans un journal espagnol intoxiqué par le KGB avait à l'époque poussé John Foster Dulles, patron de la CIA, à signer un démenti officiel. Gerboise verte fut le dernier essai nucléaire atmosphérique français en Algérie. Il s'ensuivra 13 essais souterrains non moins catastrophiques sur la région de Triangle Inker, Insala, Tamanrasset et sur ses populations. Le 1er mai 1962, alors que le cessez-le-feu était déjà entré en vigueur en Algérie, la France commettait un véritable crime en effectuant le second test souterrain, nom de code Beryl à Inker. Un défaut de confinement a engendré une libération massive dans l'atmosphère de scories et de lave radioactive, contaminant des milliers de personnes à des centaines de kilomètres à la ronde, parmi lesquels une immense majorité d'Algériens et une centaine de scientifiques et spectateurs français. Les essais confinés se poursuivirent à la faveur des supposées clauses secrètes des accords d'Évian jusqu'en 1966. Des dizaines d'essais chimiques et bactériologiques se sont aussi poursuivis jusqu'en 1978 dans d'autres sites secrets du sud algérien dont le célèbre Bédonamou. Jusqu'à présent, rien n'explique l'attitude des autorités algériennes qui auraient, comme elles l'avaient fait avec la nationalisation des hydrocarbures ou la récupération des bases militaires, ne sont jamais revenues sur les supposés accords. Aujourd'hui, dans les hôpitaux d'Adrar et de Tamanrasset, ils sont des milliers à suivre des traitements anti-cancer, sans parler des effets non recensés sur les malformations à la naissance parmi les populations